Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vlad Basarab, plus connu sous le nom de Vlad l'Empaleur, qui a notamment inspiré le personnage de Dracula. Alors installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et c'est parti! Le surnom Dracula, il vient du mot Dracul qui signifie dragon et il est issu du surnom du père de Vlad qui faisait partie de l'ordre du dragon. Le A rajouté à la fin signifie fils de, donc ça veut dire que c'est le fils du dragon, mais le terme Dracula, il peut aussi être traduit comme le fils du diable. Après sa mort, Vlad Basarab a aussi gagné le surnom de Tepes qui signifie l'empaleur pour faire référence à son mode d'exécution préféré. Vlad était vraiment très connu à l'époque pour être un homme extrêmement barbare, extrêmement violent. On disait qu'il infligeait des tortures absolument horribles à ses ennemis, il pouvait les mutiler, les ébouillanter, les démembrer et donc les empaler. La façon la plus courante d'empaler un ennemi était d'introduire la partie pointue dans son abdomen ou dans son dos, de le redresser et de le laisser mourir, ce qui survenait généralement assez vite. L'autre façon consistait cette fois à graisser l'autre bout, la partie ronde, et à l'introduire dans le rectum de l'ennemi, de le redresser les jambes ballantes de chaque côté et de laisser le pal se frayer son chemin à travers ses entrailles. Cette fois, le supplicié pouvait mettre plusieurs heures, voire quelques jours, à mourir dans d'atroces souffrances. Mais est-ce que cette réputation est réellement justifiée? C'est ce qu'on va voir ensemble. Vlad III Basarab était un prince roumain, le fils de Vlad II qui était le prince de Valachie. La Valachie, c'était une principauté roumaine au même titre que par exemple la Transylvanie ou la Moldavie. Et donc Vlad III est né dans les années 1430 à peu près, on n'a pas de date exacte pour sa naissance, mais c'est pas vraiment important. Lorsqu'il avait à peu près une dizaine d'années, Vlad a été envoyé en Turquie comme otage princier. En tout cas, il a été envoyé, on va dire, pour parfaire son éducation auprès d'une autre culture. Et puis il y est resté pendant 6 ans. Pendant ce temps, son père et son frère qui sont restés en Valachie sont assassinés par des boyards de Transylvanie. Vlad revient alors et il s'empare du trône de Valachie pendant une très courte période avant d'être chassé par le prince officiel qui s'appelle Vladislav. Il va alors s'exiler en Moldavie où il se lie avec pas mal de personnes assez haut placées. En 1453, Constantinople tombe aux mains des Turcs et Vlad, à qui on a confié une armée, va en profiter pour reconquérir la Valachie et faire assassiner son ennemi Vladislav. Le dimanche de Pâques 1457, Vlad III venge la mort de son père et de son frère puisqu'il fait empaler les principaux chefs de famille boyards qui étaient tenus responsables de la mort de ses proches. Mais la légende va énormément amplifier cet événement-là en augmentant le nombre de victimes, ce qui va faire en fait entrer Vlad dans la légende comme un véritable monstre. Et ceux qui ne seront pas tués à ce moment-là ne seront pas pour autant épargnés puisqu'ils vont être réduits en esclavage par Vlad et on va les forcer à construire le château de Dracula au sommet du mont Poenari, qui est une place vraiment très stratégique puisque d'un côté elle permet d'avoir une vue sur les terres de Valachie et de l'autre sur les terres de Transylvanie. Après une marche forcée jusqu'à Poenari, ils ont dû travailler jusqu'à la mort. Si on en croit la légende, ces hommes et ces femmes travaillaient si dur que leurs vêtements tombaient en lambeaux et qu'ils finissaient nus. La même année, un conflit éclate entre Vlad d'un côté et les marchands saxons de Transylvanie de l'autre, qui en fait eux ne soutiennent pas Vlad, ils soutiennent un autre candidat au trône et puis ils refusent de lui payer des taxes. Et Vlad va du coup prendre les grands moyens, il va décider de faire tuer les marchands saxons et de faire tuer, assassiner
leur candidat favori au trône afin d'être certain d'avoir éliminé toute sa concurrence. Et même s'il n'y a probablement pas eu d'empalement à ce moment-là, c'est ce que vont répandre les Saxons un petit peu partout. Ils vont vraiment faire courir cette rumeur, ils vont limite créer une sorte de propagande autour de Vlad, dire que c'est un véritable monstre sanguinaire en faisant imprimer plein de pamphlets sur lui qui le représentent comme l'emballeur. On voit bien avec cet exemple qu'à la guerre, la stratégie ne passe pas seulement par les combats mais aussi par la communication. Par la suite, en 1462, Vlad va se retourner contre ses anciens alliés, les Turcs, et il lance une énorme campagne qui va tuer près de 30 000 hommes. Là encore, la légende va amplifier la réalité puisqu'on raconte que Vlad aurait fait clouer les turbans de ses ennemis directement sur leur tête et que quand le sultan est arrivé, il a découvert une plaine entière de ses soldats, de ses généraux qui avaient été empalés. C'est ce qu'on a appelé la scène de la forêt des pales. Par la suite, Vlad III va passer 12 années d'emprisonnement à Budapest avant d'arriver à reconquérir son titre de prince de Valachie pour quelques mois en 1476 et va ensuite mourir dans des circonstances assez floues, probablement au combat. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a été décapité et que sa tête a été envoyée au sultan qui l'a exhibée sur un pieu. Aujourd'hui encore, on ne sait pas où Vlad Bassarab est enterré. Il y a eu plusieurs tombes qui ont été suspectées de pouvoir être ses sépultures, mais finalement, après analyse, après recoupement des données qu'on pouvait avoir, on n'a jamais réussi à retrouver une véritable preuve que c'était bien l'endroit où il était enterré. Les historiens ont longtemps été persuadés que la dépouille de Vlad se trouvait à Snagov, mais sa tombe ne contient que des ossements de chevaux. L'exhumation du tombeau de Dracula a prouvé qu'il ne reposait pas ici. Personne ne sait où il a été inhumé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de Vlad Tepes, elle a servi à la construction du personnage de Dracula, qui est le héros du roman éponyme qui a été publié par Bram Stoker en 1897. En fait, c'est plutôt tout le côté un peu Transylvanie, le côté très sanglant qui a été repris, pas énormément la véritable histoire de Vlad Tepes, puisque si vous connaissez un petit peu, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de ressemblances entre le vampire Dracula et Vlad Bassarab. La légende de Vlad l'Empaleur, elle est née sous son règne et elle s'est consolidée avec le temps, avec les siècles, en s'éloignant de plus en plus de la réalité des faits. On pense qu'il y a deux principales sources à ces histoires romancées. D'abord celles qui ont été rédigées sous l'approbation de Vlad l'Empaleur, qui le montrait comme un homme extrêmement fort, extrêmement vaillant, courageux, voire même héroïque, et qui sont encore présentes dans les esprits en Europe de l'Est aujourd'hui, puisque Vlad y est encore vu comme un héros qui s'est énormément battu pour défendre ses terres. Et puis d'un autre côté, toute une autre part de la légende, elle vient de ses détracteurs, ceux qui ont tout fait pour essayer de le présenter comme un véritable monstre sanguinaire. Il racontait par exemple qu'il aurait éviscéré une de ses maîtresses lorsqu'elle était enceinte, qu'il aurait fait amputer le nez de 24 000 de ses ennemis, ou encore qu'il aurait dîné au milieu de toutes les personnes empalées en mangeant de la chair humaine et en buvant leur sang. Alors, Vlad était très certainement un homme vraiment violent, vraiment barbare, ça fait à peu près aucun doute. On sait qu'il a effectivement torturé et effectivement causé la mort de beaucoup d'hommes, mais ce n'est certainement pas dans les proportions absolument gigantesques qui lui ont été attribuées. Vlad n'était absolument pas un enfant de cœur, je vous le concède, mais la légende l'a vraiment été dans l'exagération à fond de tous ses torts, et enfin, je veux dire, c'était clairement pas le seul à utiliser des méthodes de torture et à être un guerrier qui, évidemment, a fait énormément de victimes lors de ses campagnes. Donc, tout est tombé sur lui et la légende s'est vraiment concentrée sur lui en faisant passer ses actes comme complètement hors du commun, extraordinairement violents, alors qu'en fait, je pense qu'il a fait à peu près comme tous les autres grands guerriers de son époque. En fait, comme très souvent, la vérité, elle est ni toute blanche ni toute noire, elle est grise, elle est entre les deux, et Vlad Bassarab, c'était un guerrier, c'était quelqu'un qui s'est battu pour ses terres, qui s'est battu contre des tonnes et des tonnes de renversements de personnes au pouvoir. Donc
Forcément il a trempé dans des choses qui étaient extrêmement violentes, mais clairement c'était absolument pas le seul et tout le monde était comme ça. Les faits qui sont réellement avérés par les historiens qui ont beaucoup étudié l'histoire de Vlad Basarab disent qu'il y a vraiment comme 2 épisodes avérés, on sait que vraiment ça s'est passé comme ça et qui ont certainement contribué à la légende qui est Dracula. D'abord il y a le supplice de Targoviste, donc ça c'est ce qui s'est passé au moment de Pâques dont je vous ai parlé tout à l'heure. On ne sait pas par quel moyen, donc on ne sait pas si c'était des empalements ou pas, mais Vlad a fait torturer et tuer ceux qu'il considérait comme être les responsables de l'assassinat de son père et de son frère. Mais il n'a pas fait tuer énormément de personnes, il a fait tuer comme les chefs de certaines grandes familles de boyards. Et on a des traces solides qui nous permettent de savoir qu'en 1461, Vlad a fait empaler 2 hommes, 2 Turcs, un ambassadeur et son chambellan. Et du coup de ces 2 événements-là qui ont certainement beaucoup marqué les esprits à l'époque parce que s'en prendre à des aristocrates c'était vraiment quelque chose d'extrêmement choquant. Vlad a gagné une espèce de réputation qu'il combattait l'aristocratie et qu'il était l'ami du peuple, ce qui n'était pas vraiment le cas en réalité, mais c'est vraiment ce qui en est ressorti, ce qui a beaucoup marqué les gens, et je pense que c'est de là aussi que du coup est sortie un petit peu toute la légende avec une énorme amplification de tout ce qu'il a pu faire. Et contrairement à ce que dit la légende, je ne pense pas qu'il buvait le sang de ses victimes. Vlad n'était ni vampire ni cannibale. L'objectif de ces gravures, réalisées par les Saxons, est clair. Associer à jamais Dracula au mal absolu. Ces gravures sur bois relèvent de la propagande. Les Saxons n'hésitaient pas à payer pour les voir, tout en sachant qu'ils seraient pris de nausées. Tout ça, ça vous montre à quel point la réalité, elle peut être déformée par les propagandes qui viennent des 2 côtés, que ce soit les partisans ou les opposants, notamment quand vous êtes une personnalité importante, je pense surtout au niveau politique ou à la limite au niveau religieux. Et ce qui est fou, c'est de se dire qu'aujourd'hui, près de plus de 500 ans après ces faits, on continue de connaître le nom de Vlad l'Empaleur, de Dracula, mais avec des représentations qui sont tellement transformées qu'elles ont presque plus rien à voir avec les faits d'origine. Je sais pas s'il y a vraiment une moralité à retirer de tout ça, mais moi ce que je me suis dit en me renseignant sur l'histoire de Vlad Basarab, c'est que finalement une réputation, ça peut vous poursuivre extrêmement longtemps et même bien longtemps après votre mort. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près ce que je voulais sur Vlad l'Empaleur. C'était pas forcément une vidéo trop longue, mais j'avais pas envie de commencer à vous raconter plein de détails alors qu'on sait qu'ils sont probablement faux. J'ai trouvé que c'était pas forcément le plus pertinent pour cette vidéo et que c'était plus intéressant d'essayer juste de faire la part des choses et de vous montrer en fait comment d'un point A on pouvait arriver à un point Z en passant par toutes les lettres de l'alphabet avec tout un tas de modifications au fur et à mesure que telle ou telle personne rajoute sa version des faits. Moi je préférais essayer de rétablir la vérité et puis du coup utiliser cette histoire pour vous montrer à quel point finalement avec le temps et avec des personnes extérieures qui racontent les choses à leur manière, on peut énormément transformer la réalité. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler d'un livre que je viens de terminer qui s'appelle Danseurs de guerre, l'évangile de Bastalec et que j'avais vraiment envie de vous recommander. En fait c'est un roman qui est mi-fantastique, mi-historique et dans lequel le personnage principal qui s'appelle Bastalec est une espèce de créature mi-ange, mi-démon qui a été envoyée sur Terre et qui voyage en fait un petit peu partout, dans tous les pays, tous les continents au fil de plein d'époques. Et son rôle en fait à lui c'est de faucher des âmes humaines qui ont été comme perverties soit par le paradis, soit par l'enfer et qui sont destinés à devenir des généraux de l'apocalypse. Et dans l'histoire, on va croiser plein de personnages historiques, dont Vlad l'Empaleur justement, mais aussi par exemple la Bête du Gévaudan, Jack l'Éventreur, Jeanne d'Arc, etc. Je vais pas vous spoiler tous les personnages qu'on croise, mais j'ai trouvé ça vraiment super bien fait parce que il y a vraiment un énorme travail de documentation qui a été fait sur chacun des personnages et en fait c'est très bien choisi parce que les auteurs ont choisi des personnages historiques qu'on connaît généralement, quoique moi je connaissais pas tous donc ça m'a permis d'en découvrir aussi. Et c'est toujours en fait des histoires dans lesquelles il y a comme
des petits trous, des choses qu'on sait pas, qu'on n'a pas bien su expliquer. Et eux, ils ont finalement inséré leur histoire dans ces trous-là. Ils ont profité de ces petits espaces pour pouvoir intégrer leur histoire. Et ça m'a un petit peu fait penser au jeu Assassin's Creed, dans lequel je trouve qu'il y a un peu le même mécanisme où on recroise des personnages historiques, on va dans des lieux extrêmement connus, et puis il y a l'histoire qui s'insère extrêmement bien dedans. C'est un livre qui a été écrit par Sarah Kamerman et Loïc Paris, c'est leur tout premier roman, et pour être totalement transparente avec vous, Sarah, l'une des auteurs, m'a écrit suite à ma vidéo sur la bête du Gévaudan, et elle m'a proposé que je lise son livre, donc de me l'envoyer, et puis que je vous en parle si jamais ça me plaisait. Et voilà, ça n'enlève pas le fait que je vous donne un avis objectif sur ce livre. Si je vous en parle, c'est parce que je l'ai bien aimé. À la limite, si je l'avais pas aimé, je l'aurais pas descendu, mais j'aurais juste rien dit, j'en aurais pas parlé dans une vidéo. Donc vraiment, si je vous en parle, c'est parce que ça m'a plu. À la limite, si j'avais un petit reproche à faire, une petite frustration, c'est plus sur le fait que j'ai trouvé certains passages qui allaient un peu trop vite. J'étais un petit peu frustrée de pas rester plus dans certains univers, mais ça c'est parce que c'est moi et que je suis comme ça, et que si vous êtes sur ma chaîne et que vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que j'aime beaucoup quand on peut s'étaler pendant super longtemps sur un sujet, ça me dérange pas du tout, au contraire. Et il y a Napoléon qui est en train de faire absolument n'importe quoi pendant que je vous parle. T'en as pas marre de faire des bêtises pendant que je filme? Hein? Tu dors tout le temps, et puis là quand je suis en train de filmer, évidemment t'es en train de t'agiter dans tous les sens, hein. Gros bébé. T'arrêtes de faire bouger ma lampe, hein. Donc voilà, si j'avais un reproche à faire à l'histoire, ce serait sûrement ça, c'est que j'étais un peu frustrée et j'aurais voulu en avoir plus, ce qui finalement n'est pas un trop mauvais défaut, je crois. Alors je voulais vraiment leur dire un grand bravo, parce que je sais qu'ils ont énormément travaillé, ça se sent, ça se voit quand on lit leurs livres. Ils ont fait un boulot de documentation qui est juste vraiment incroyable. Et puis je sais à quel point ça doit pas être facile d'écrire un livre. Moi-même j'aurais adoré être écrivain quand j'étais plus jeune, c'était un de mes rêves. Donc voilà, je trouve que c'est hyper important pour nous de soutenir ce genre de projet-là. Ça vaut le coup, et vraiment si vous êtes intéressé à la fois par le côté historique et fantastique, foncez, allez acheter leur livre. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien sur Amazon où vous pouvez l'acheter soit en format papier, soit en format numérique. Il coûte vraiment pas cher, puis vraiment ça vaudra le coup, vous allez voir, c'est sûr que ça va vous plaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine histoire. Je vous fais plein de gros bisous. Et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3.